Voilà, c'est parti. Alors, Nicolas Sarkozy a-t-il mené une politique de puissance? Le sujet que M. Robin nous donne à traiter aujourd'hui est très intéressant. Du point de vue géopolitique, c'est vrai que la puissance, c'est-à-dire pouvoir faire, pouvoir agir, pouvoir exercer un pouvoir, c'est effectivement la question centrale pour moi en géopolitique et en politique aussi, puisque la politique, on définit souvent la politique comme la gestion de la cité. De nos jours, à mon avis, c'est une définition erronée et qui est très énarque et qui est très fonctionnaire. La politique, c'est pas que la gestion, c'est assurer le destin collectif, gérer le bien commun. Et aussi, selon nous, dans notre école de géopolitique, il n'y a pas d'amitié mais que des intérêts. Et la politique, c'est effectivement poursuivre une puissance, une recherche de puissance. Nietzsche parlerait de volonté de puissance. Donc ce titre me paraît très intéressant. Alors est-ce que l'ex-président Sarkozy a mené une politique de puissance? Moi j'ai l'impression que oui. Encore faut-il définir ce qu'est puissance. Je ne sais pas ce que pensera M. Arbulot de la définition elle-même. Je dirais, est-ce qu'il a tenté et est-ce qu'il a donné l'impression de mener une politique de puissance? J'ai l'impression que oui. Mais qu'est-ce que la politique de puissance? Est-ce que c'est vouloir avoir l'air puissant? Est-ce que c'est avoir un leadership? Et de nos jours, on confond souvent puissance et leadership. Il est certain que le leadership peut permettre de favoriser une politique de puissance quand on recherche la puissance. De nos jours, il faut séduire. La politique, d'ailleurs, c'est aussi la séduction, hein, beaucoup. Même en politique internationale, il faut séduire. On voit Obama, Sarkozy qui se renvoyaient des compliments comme quoi l'un avait un leadership, il rendait hommage au leadership de l'autre. Et c'est ce qui est assez rare. On a vu pendant le débat présidentiel américain des références au président Sarkozy, enfin pendant les primaires, comme dit Sarkozy. Et moi j'étais à Washington il y a un an, j'avais été frappé de voir dans les débats télévisés, ou même quand on parlait des Américains, dans un hôtel, dans un métro, ils vous disent Sarkozy, il a dit, Sarkozy a fait, tout le monde connaît Sarkozy, comment va Sarkozy, comment va sa femme. Alors si on définit la recherche de politique de puissance comme le leadership, on pourrait dire que Sarkozy a mené une politique de puissance. Par contre, si on est dans une définition plus classique comme moi, est-ce que concrètement la France est plus puissante qu'avant, et est-ce que sous le quinquennat de M. Sarkozy, on a vraiment une montée en puissance de la géopolitique, de la géostratégie de la France? Je suis assez mesuré, je dirais oui en partie, mais il est certain que ça l'est moins que dans les intentions. Alors on pourra me répondre, et là je laisse la parole de M. Christian Arbulot, je ne fais qu'introduire le sujet, on pourra me répondre en 5 ans, est-ce qu'on peut vraiment rétablir la puissance d'un pays qui est devenu une puissance moyenne? Là c'est une autre question, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai contribué à planter le décor, mais vous pourrez me compléter si j'ai oublié un élément de définition. Alors, effectivement, sur ce sujet-là, pour essayer de préciser et faire à la fois la distinction entre le paraître et le ressenti, voire le résultat, Oui. et aussi resituer ce qu'on peut malheureusement ne faire qu'en 5 ans. Parce que je crois qu'il y a la dimension du temps, elle est aussi, je crois, fondamentale. Alors, moi, mon sentiment par rapport à l'ancien président Sarkozy, c'est que il est l'héritier d'une certaine manière de faire la politique en France depuis pas mal de temps, dès lors qu'on aborde le sujet de la puissance. Alors, héritier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un système qui, depuis le départ du général de Gaulle, voire de la mort de Georges Pompidou, a pris un certain nombre de points de repère et s'est tenu à ces points de repère. Alors si on peut les résumer, ils sont simples, c'est d'une part la construction européenne dans ses limites, ça veut dire un certain jeu de défausse au niveau de l'Europe tel qu'on a vu, et deuxièmement un suivisme plus ou moins important par rapport à la politique américaine. Sur ces deux axes-là, moi j'ai le sentiment que Sarkozy a fait finalement pas tout à fait les mêmes choses que ses prédécesseurs, mais ne s'est pas vraiment écarté de cette ligne-là.
Et là, la définition de la politique de puissance de la France, c'est de maintenir un cap où on a un rôle, pas plus haut, pas plus bas que ce cap, en altitude, j'ai envie de dire, mais ça ne va pas au-delà d'une manière de conforter ou de tenter de conforter les positions acquises depuis longtemps, sans chercher à dépasser cette situation. Donc, moi, c'est ce qui me pose problème, en fait. C'est-à-dire que j'attendais, après une trentaine d'années, éventuellement un changement d'axe compte tenu de l'évolution du monde actuel. Alors pour les raisons suivantes, contrairement à ce qui a été dit au début des années 90, le monde actuel devient conflictuel, complexe, et le problème principal pour moi est l'affaiblissement de la puissance américaine. Ce qui amène obligatoirement une redéfinition de ce qu'est le monde occidental, des jeux d'alliance à l'intérieur de ce monde occidental, et la volonté de dépasser cette vieille vision scellée par 2 guerres mondiales, savoir que les États-Unis assurent la sécurité du monde occidental en particulier, et que finalement on est dans un monde figé, quelque peu figé. Là, moi j'ai un souci dans le sens où si on considère que le monde américain est en train de subir des problèmes importants au niveau économique, par exemple, et que de fait ça va réduire sa voilure, limiter ses capacités, il est important de revoir la copie, non pas pour renégocier plus de marge de manœuvre avec ce pays, mais tout simplement parce qu'on va devoir prendre en charge ou reprendre en charge un certain nombre, j'ai envie de dire, de missions qu'on avait avant cette situation. Donc, pour le coup, j'ai le sentiment que certes, il y a eu l'expérience libyenne, il y a eu des débuts d'autonomie, entre guillemets, ou de demi-autonomie, mais d'action stratégique de la France hors de ses frontières, mais on est quand même dans une situation d'attente, dans le sens où je ne vois pas, de la part de Sarkozy, une vision qui dépasse la vue sur le monde antérieur, ou du moins ce qu'on en a tiré. Il était dans une certaine continuité. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Alors évidemment, on peut rétorquer que 5 ans, c'est pas assez pour faire quelque chose, certes, mais rien ne l'empêchait de commencer à essayer de définir de nouveaux moyens pour préciser ce que serait ou ce que pourrait être la puissance de la France. Et ça, moi je suis resté sur ma faim, c'est-à-dire je ne les ai pas vus arriver. Si je reprends juste un exemple, lorsque je vois dans la campagne des primaires François Hollande et Martine Aubry donc face à face à la télévision, à un moment donné, l'un des deux aborde la question de la Chine. Bon. Je crois que c'est Hollande qui parle de la Chine et qui laisse entendre que ça va être vraiment un problème qu'il va falloir débattre. Pour faire simple, si je reprends la phrase sur arrêt sur image où Hollande dit qu'il ne faut plus se laisser faire par la Chine, là on voit apparaître quelque chose qui est très important, parce que dire qu'on ne va pas se laisser faire par la Chine, c'est pas simplement une phrase de Café du Commerce. Ça n'a pas vraiment été retenu par le monde journalistique lorsqu'il y a eu ce débat lors des primaires. Là, ça rebondit un tout petit peu parce qu'il y a cette petite phrase sur arrêt sur image, mais c'est quand même un point très très important. Si on regarde l'évolution du monde actuel, les rapports de force économiques, etc. Donc sur ce terrain-là, moi j'attendais d'un homme comme Sarkozy qui ait une vision d'avenir, entre guillemets, sur des problèmes actuels, c'est-à-dire comment l'Europe doit faire avec un pays comme la Chine, comment peut-on parler d'intérêt européen, puisqu'on voit apparaître cette expression dans des rapports de la Direction Générale Industrie et Entreprises de la Communauté Européenne. C'est quoi l'intérêt économique européen? Mettre de la chair autour de cette expression, et bref, essayer d'avancer autour d'un problème encore plus central qui est le suivant. Il faut bien entendu construire l'Europe.
mais au-delà de ses frontières, c'est-à-dire, j'en reviens à l'intérêt européen. Deuxièmement, quid de la France dans l'Europe, sachant que de toute façon, il est nécessaire de reparler de cette notion de puissance, dont Alexandre vient de nous en dire un mot, et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Est-ce que c'est, comme le général de Gaulle l'avait exprimé, la grandeur, ou est-ce que c'est une vision beaucoup plus réaliste? Et dans ce cas-là, comment un pays comme la France, qui pour survivre économiquement et se développer, doit de fait accroître sa puissance, et notamment par l'économie? Et ça veut dire quoi? Et là, rien que de dire cette phrase, accroître sa puissance par l'économie dans le cadre de la construction européenne, je suis dans X-Files, c'est-à-dire qu'il est clair qu'un sujet comme ça, traité à l'École nationale d'administration, c'est impossible. Enfin, accroître sa puissance par l'économie dans le cadre de l'Europe, c'est-à-dire, ça veut dire se confronter à des partenaires pour aboutir, dans le meilleur des cas, à un plus petit dénominateur commun face à ce qui environne l'Europe, et tout ça dans un climat relativement complexe. Alors j'ai déjà trop parlé, je passe la parole à Alexandre. C'est vrai qu'on reste sur sa faim à bien des égards. Le président a dû composer avec... il y a aussi la politique intérieure qui rejaillit sur la politique extérieure. Il a dû composer avec des occidentalistes comme Lelouch, très atlantistes, avec des Chiraciens, des anciens Chiraciens, ceux qui ne l'ont pas quitté, certains sont quand même restés, notamment comme Juppé. Donc ce n'était pas facile d'avoir une politique claire. Et ce qui m'a étonné aussi au début de son mandat, il est assez anti-russe, influencé par des philosophes connus, particulièrement enragés contre la Russie et qui voudraient appliquer des idées morales et philosophiques à la politique, notamment Glucksmann. En 2006-2007, Glucksmann renseigne Nicolas Sarkozy sur le génocide en Tchétchénie, et il faut ne même plus serrer la main à un monsieur comme Poutine ou Medvedev, etc. Et on voit bien que dès que Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, finalement, il devient un grand copain, un pote, comme on dit même, de M. Poutine et de Medvedev. On rigole, on se tape dans la main, on se tape dans le dos. Donc il y a des choses assez peu claires dans la politique stratégique de Nicolas Sarkozy. On pourrait dire à sa décharge qu'il a au moins l'intelligence d'être pragmatique et de savoir évoluer, et on peut accepter cette réponse. Mais pour ce qui concerne la Russie, par exemple, sa conception est que la France est une puissance moyenne qui peut rayonner en étant à la fois occidentaliste, mais, et ça il l'a compris dès qu'il est arrivé au pouvoir, ne pas s'opposer à la Russie. Et c'est vrai qu'en Géorgie, la France, c'est pas forcément une preuve d'une politique de puissance, mais la France a joué un rôle d'arbitre qui faisait un petit peu le départage entre les pro-occidentalistes, OTAN, et les pro-russes. On l'a vu à plusieurs reprises jouer ce rôle, c'est un peu le rôle qu'aimait jouer le président Sarkozy. Mais là, comment départager ce qui est du domaine de la puissance de la France ou du leadership personnel? Effectivement, là, c'est un vrai débat. On pourrait me répondre, il a juste brillé en tant que l'homme qui faisait avancer l'Europe par le traité de Lisbonne, un traité simplifié, qui effectivement était une façon de régler un problème. Il y avait un blocage, puisqu'on avait refusé un traité européen initial. Et il a fait accepter, grâce à son leadership, un traité simplifié. Il a joué un rôle en Géorgie. Vous avez parlé à juste titre de la Libye. On pourrait parler de la Côte d'Ivoire, où la France a agi là vraiment comme une vraie politique de puissance. Alors là, on pourrait me répondre aussi, oui, politique de puissance de la France finalement en Afrique. Avec beaucoup de mépris, les Russes et les Chinois ou les Américains disent, oui, la France reste une puissance importante en Afrique. Et ce qui n'est pas méprisant pour moi, mais ce qui l'est pour beaucoup d'Américains et beaucoup de Russes. Par contre, effectivement, avons-nous exercé une politique de puissance vis-à-vis des Américains? On pourrait nous répondre que la réintégration dans le commandement militaire de l'OTAN en 2009, pour beaucoup de gaullistes, Dupont-Aignan et autres, Villepin, c'était quelque chose de terrible. Eh bien, un sarkozyste répondra, puisque la France est une puissance moyenne et qu'il faut être pragmatique et qu'on règne comme on peut, justement en tant que puissance qui fait un peu un pont entre d'autres, et puisque l'Europe, il faut reconnaître qu'en Europe, personne ne veut augmenter des budgets militaires. Moi, j'ai toujours écrit en faveur d'une puissance européenne et d'une diplomatie et aussi d'une stratégie et même d'une armée européenne. Malheureusement, pour avoir une armée européenne, il faut une volonté européenne. Alors, comme disait Kissinger, qui appelait en Europe? À Londres, Madrid, enfin plutôt Londres, Paris, Berlin, ou Bruxelles ou Strasbourg, parce que le Parlement européen, il est entre deux sièges. La Commission européenne, c'est à Bruxelles, mais on a le siège officiel du Parlement où il se réunit presque pas à Strasbourg. Alors, c'est vrai, une véritable cacophonie.
Et Nicolas Sarkozy a pensé que tout en ayant parfois envoyé des clins d'œil aux souverainistes, il faut quand même rester dans la construction européenne où on peut tirer notre épingle du jeu. Et au niveau stratégique, puisqu'on n'a pas de volonté d'avoir une armée européenne autonome, mais finalement, mieux vaut que la France compte au sein de l'OTAN et qu'elle ait plus de militaires, il y en a à peu près 1 millier maintenant qui vont être représentés au commandement intégré de l'OTAN, mieux vaut que la France ait plus de poids au sein de l'OTAN, c'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, je le dis avec regret, la puissance militaire qui décide, qui a la puissance, qui peut en Europe, c'est l'OTAN, l'Eurocorps, l'embryon d'armée européenne n'est pas allé très loin, faute de volonté, parce que la puissance est souvent une affaire de volonté. Donc la politique de Nicolas Sarkozy, c'est vrai que ce n'est pas la grandeur de la France au sens de Gaulle, où on va vraiment donner l'illusion qu'on est une superpuissance et on va rayonner. C'est beaucoup de pragmatisme. Alors les uns diront c'est du reniement des valeurs gaullistes de la France, d'autres diront avec le peu qu'on a, on sauve les meubles. C'est vrai que ce n'est pas formidable, mais moi de mon point de vue, c'était quand même une politique qui permet de réduire les dégâts, et en absence d'une volonté européenne et d'un accord entre Européens et d'un budget de la défense européenne qui soit satisfaisant. Pour la petite parenthèse, tous les budgets européens des 27 ajoutés égale à peine le seul budget américain de la défense, et même c'est même un peu inférieur. Et pour un autre exemple, le PNB de la Russie est à peine plus élevé que le seul budget de la défense américaine. Donc le décalage vis-à-vis des moyens américains est absolument terrible. Donc on peut avoir une volonté de puissance et critiquer le retour de la France dans le comité militaire intégré de l'OTAN, et l'affaire libyenne montre bien que lorsqu'on a voulu agir de manière autonome avec les Anglais, au bout de quelques semaines, voire quelques jours, on avait besoin des systèmes radars, des missiles américains, des antimissiles, et de toute la logistique de l'OTAN, des avions gros transporteurs. On est incapable de mener autre chose qu'une opération de reconduite d'enfants à l'école, comme disait Madame Clinton. Madame Albright, elle disait ça à l'époque du Kosovo. L'Europe n'a pas les moyens ni la volonté. Alors, dans ce contexte très triste, si on est un vrai Européen au sens autonome, quelqu'un qui veut l'indépendance de l'Europe, eh bien, la politique de puissance de Nicolas Sarkozy, c'est de faire avec ce qu'on a. D'où le retour dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, que pour ma part, j'aurais combattu il y a quelques années en tant qu'issu du souverainisme et disciple du général Gallois, initiateur de la force de frappe de Gaulle, et j'ai toujours plaidé pour une défense européenne autonome, mais puisqu'il n'y a pas ni la volonté d'augmenter les budgets militaires, finalement, au moins maintenant, on a un peu plus de pouvoir de décision au sein de la seule structure qui reste capable d'avoir une puissance, et la puissance politique, elle doit beaucoup quand même aux militaires. On a bien vu la Côte d'Ivoire sous Gbagbo, quand on a une volonté de puissance, mais qu'on n'a pas les armes qui suivent, ben son pays est coupé en deux. Je dirais que Gbagbo, c'est vraiment, c'est vraiment la caractéristique de celui qui a des volontés politiques, mais qui n'en a pas les moyens. Donc voilà, en ce sens, je défends la politique Sarkozy. Est-ce que je dis qu'il a mené une politique de puissance? Pas forcément, mais en tout cas, il a essayé de faire en sorte que la France soit le plus puissante possible, et je termine là-dessus. L'une des choses qui m'a paru intéressante, c'est Schengen. Oser faire comme De Gaulle, annoncer la politique de la chaise vide, et la puissance maritime de la France. Sarkozy n'a peut-être pas pu aller jusqu'au bout. Il a voulu rénover tous les ports de France, et aussi, pas uniquement de l'Hexagone, mais de développer la puissance maritime de la France. Vous savez que la France a 11 millions de kilomètres carrés de puissance extra-hexagonale. C'est le plus grand empire maritime du monde, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On a des kilomètres carrés aussi, en plus de zones exclusives économiques, de pêche, etc. On a une puissance remarquable dans les océans, dans les mers, aux quatre coins du monde, et il a voulu développer cette politique. On le voit dans La Plume de Guéant, le philosophe et juriste Rocode, qui a écrit un livre sur justement le patriotisme français. Il parle beaucoup de cet empire maritime. Mais Nicolas Sarkozy a été conscient que la France, elle peut être grande si elle ne raisonne, si elle oublie, si elle cesse de penser qu'elle n'est qu'un hexagone. Nous ne sommes pas, on devrait faire des cartes de France avec tout notre empire, je dirais, non pas colonial, ce serait connoté, mais notre empire maritime. Et là, on serait un peu moins fondé à penser comme Boniface, qu'on est juste moyen. On peut être une superpuissance, une grande puissance, encore faut-il qu'on s'en rende compte, parce qu'on raisonne en hexagone, on ne s'en rend même pas compte. Et Sarkozy a voulu faire beaucoup pour les ports, pour le maritime, pour faire en sorte que la France ne soit pas que l'hexagone, et que l'on ne perde pas aussi un certain nombre de possessions.
Alors, sur cette question-là, c'est vrai. C'est vrai qu'on sent qu'il y a finalement une traduction d'une réelle politique à la française, hein, la réintégration de l'OTAN, le constat qu'il n'y a pas de volonté d'autonomie militaire de l'Europe. On voit en ce moment la baisse importante de l'engagement allemand, d'ailleurs, aussi étrange que ça puisse paraître, au niveau militaire, depuis la suppression de la conscription. Je suis d'accord, c'est un constat où finalement on le voit bien, on essaie de limiter les dégâts, parce que l'Europe ne répond pas à ce qu'on attend d'elle sur ce terrain-là. Le problème, en revanche, que moi je ressens par rapport à Sarkozy, et pour moi c'est la critique la plus importante que je puisse lui faire sur son bilan, c'est qu'il n'a pas su, je dis pas qu'il avait un parti des godillots, mais il avait l'équivalent d'un parti des godillots. C'est-à-dire qu'il n'a pas su, de par son histoire politique, de par la vie interne de l'UMP, de par le comportement de la droite vis-à-vis de l'ensemble de la réalité des forces sur le terrain, on a fait ça entre potes, on a fait ça en rang très serré, avec les moyens du bord, et dans ces moyens du bord, il n'y avait pas forcément les gens à la hauteur de certains défis. Si je prends le domaine maritime et effectivement cet axe essentiel dans lequel un pays comme la France devrait s'investir, mais ça c'est en soi, entre guillemets, déjà une révolution culturelle. Et on ne peut pas faire ça avec les copains qu'on a, les hortefeux et consorts, on ne peut pas faire ça avec quelques amis dans le secteur privé, c'est de fait déjà presque un diktat pour imposer une réalité stratégique dans un système comme le système français. Alors, c'est pas forcément un diktat, mais on a bien vu qu'à des périodes, lors de périodes antérieures beaucoup plus chaotiques de la France, je pense à la 4ème République, quand on a voulu créer une autonomie stratégique dans le nucléaire, on l'a fait déjà sous la 4ème République, donc il y a eu une volonté de le faire. Cette volonté-là, Sarkozy, président de la 5e République, avait plus de moyens qu'un président du Conseil sous la 4e. Et il n'a pas su, ou il n'a pas voulu, ou l'un et l'autre allaient ensemble, créer les conditions pour donner un élan dans cette direction-là. Ça veut dire automatiquement violer la haute administration, c'est obligatoire. Et violer la haute administration, c'est ne pas se faire que des amis, bien sûr, dans ce milieu-là. C'est exercer une pression en tant que, non pas État accompagnateur, mais État stratège, pour dire voilà la France, si elle fait ça, voilà ce qu'elle peut gagner, voilà les parts de marché qu'elle peut aller chercher, voilà la manière dont elle doit s'engager dans ce domaine-là. Donc on est quand même dans un État très directif, avec une vision, là, on peut quasiment la caractériser comme une vision gaullienne ou pompidolienne, enfin peu importe, mais pas le personnage que Sarkozy avait juste avant d'être président de la République, parce qu'il n'était pas dans cet état d'esprit. Donc moi je partage entièrement l'idée qu'une puissance moyenne comme la France, avec des moyens réduits, ne peut plus faire tout et n'importe quoi, c'est sûr, mais elle a des marges de manœuvre, mais pour aller sur ces marges de manœuvre, là il fallait un président fort, il fallait un président, j'allais dire, sorti de cette petite basse-cour de droite, souvent, disons, héritière de la non-action chiracienne sur tout un tas de terrains, et qui n'avait pas su se recomposer ou se régénérer. Là, il y a un vrai problème, et ce problème-là, on pourrait le décliner sur d'autres fronts. Hein. Quand on aborde la question de la politique industrielle, le fait d'ancrer de l'activité industrielle sur un territoire comme la France, bon, bah, c'est sûr que si Sarkozy, président de la République, croise un président de la Caisse des dépôts et qui voit que cet individu n'est pas justement l'homme qui va faire de la Caisse des dépôts un bras armé, ce qu'il n'est pas,
et surtout quand on voit le fonctionnement interne de cette caisse, j'ai rien contre elle, mais on voit bien qu'elle n'est pas à la dimension de ce qu'on pourrait attendre sur des choix de vie politique, de société et d'avenir pour un pays comme la France. Et ben c'était à lui de prendre ses décisions. C'était à lui d'aller chercher les hommes ou les femmes combatives et pas que les copains ou les gens qui, je dirais, allaient l'entourer dans un certain type de bien-être politicien, j'ai envie de dire. Donc là, il y a un vrai problème. Et moi, le Sarkozy qu'on pouvait attendre sur, effectivement, de passer de la parole aux actes, et en particulier sur des exemples comme le domaine maritime, mais je le répète, on pourrait en trouver d'autres sur la question de la politique industrielle, ben je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire, j'ai pas vu, la logistique n'a pas suivi. Et la logistique, elle était humaine, c'est pas quelques énarques et quelques sherpas tirés ici et là et qui font leur profil de carrière. La droite actuelle, sa principale carence, c'est une carence de cadre, comme on dirait au Parti communiste, c'est-à-dire que c'est là où il y a le déficit majeur, c'est un parti qui n'a pas su pérenniser des cadres d'élite, qui s'est endormi progressivement en 30 ans sur des technocrates issus de l'ENA qui n'étaient pas formés pour aller sur des missions comme ça, et aujourd'hui elle en paye très très durement le prix, et ce n'est pas terminé d'ailleurs, puisqu'elle en paye tellement durement le prix que ce sont d'autres qui n'ont pas plus de cadre qu'elle, je pense à la droite dure, voire à l'extrême droite, mais qui prend le discours en accusant la droite de ne pas agir. Donc ça c'est pour moi un problème. J'avoue que tout en soutenant ce président que j'ai trouvé bien des égards courageux, réformateur, je ne peux que souscrire à ce que vous venez de dire, parce que ce sont des faits, et les faits comptent plus que l'idéologie. Effectivement, je constate un leadership sous la présidence de Nicolas Sarkozy qui est incontestable, que tout le monde reconnaît. À l'étranger, moi qui suis souvent à l'étranger, qui vis à l'étranger, on n'a jamais été aussi fier d'être français que lorsqu'il était président, ça joue. Et croyez-moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant parlé de la France, du président de la France, même des affaires, même personnelles du président de la France, mais tout le monde regardait l'actualité de la France, nos voisins et même des gens à l'autre bout de la planète, même en Chine, on suivait les déclarations de Nicolas Sarkozy. Il y a ce charisme, en plus, qui a été utile pour un véritable leadership de la France, avec beaucoup d'intention. On a même parlé à la fin du quinquennat de TVA sociale, il était un peu tard, et même quelque part de rétablir une justice face aux pays qui font du dumping social. Ce que disait d'ailleurs à son temps De Villiers, Sarkozy l'a repris à son compte, ne plus être dans un contexte de concurrence tout à fait déloyale. Donc tout cela, à mon avis, elle est dans le bon sens. Oser annoncer la politique de la chaise vide, aller dans le bon sens aussi, mais quelque part ce sont essentiellement des paroles, et ce n'est pas forcément sa faute ou la faute de son équipe. 5 ans, c'est extrêmement court, et là où vous avez tout à fait raison, il faut lutter contre la haute administration, et je dirais même plus loin, pour avoir une politique de puissance de nos jours, pour n'importe quel pays occidental, c'est pas le cas en Chine ou en Amérique, ou en Serbie, ou en Côte d'Ivoire, ou en Tunisie. Dans le reste du monde, on a le droit d'être patriote, on a le droit de poursuivre l'intérêt national. Mais dès lors que la puissance, c'est l'intérêt national, et c'est faire que notre nation puisse dire oui, ou puisse dire non, et puisse aller vers encore plus de puissance, si on définit comme ça la politique de puissance, quand on est dans le règne du politiquement correct, qui se traduit par les juges, les énarques, les administrateurs qui ont pris le pouvoir politique, alors qu'ils ne devraient que gérer l'administration. Effectivement, puis il y a aussi les médias. Il y a toute une caste politiquement correcte qui se connaît d'ailleurs et qui s'entraide, qui empêche toute révolution. Une révolution comme le discours du Trocadéro qui valorise le travail. Peut-on être puissant si on a une armée de non-travailleurs qui ne pensent qu'aux vacances, qui ne pensent qu'au RTT. Les RTT, c'est un véritable casse-tête, pas uniquement financier, mais aussi pour la gestion du quotidien. Alors, qui est en RTT aujourd'hui? On n'a jamais une équipe complète. Enfin, c'est absolument catastrophique. Sarkozy a eu peut-être tort de mettre tout sous le compte des 35 heures, bien entendu. Mais c'est vrai qu'une nation qui travaille moins alors qu'il faut travailler plus pour relever un défi international, notamment celui de l'Asie. Donc sur tous ces domaines, Sarkozy, je pense, a vraiment essayé de créer une révolution psychologique et culturelle qui permette de pouvoir parler
de l'intérêt national, de la nation, du travail, de la nécessité de s'armer et de ne pas être naïf. C'est bien beau, le mondialisme, tout le monde est citoyen du monde, on est tous frères, il n'y a pas de frontières. Mais moi, je viens de lire le livre de Régis Debray qui a dû vous plaire aussi, L'éloge des frontières. C'est extrêmement intéressant, c'est un patriote de gauche qui l'écrit, c'est pas du tout extrême droite. Comme vous dites, ces thèmes régaliens qui sont liés au patriotisme, aujourd'hui, hélas, c'est pratiquement synonyme d'extrême droite. D'ailleurs, j'entendais récemment quelqu'un qui me disait il a récupéré des idées d'extrême droite en parlant de la nation. Depuis quand la nation est d'extrême droite, quand on sait que c'est le terme clé de la Révolution française, qui n'était pas spécialement philosophiquement d'extrême droite, et même la nation, Troisième République, on enseignait la nation et même le patriotisme dès le primaire. Donc pour tout cela, Sarkozy n'a pas passé avec 5 ans. Il faut reconnaître que s'il avait voulu déclarer la guerre au politiquement correct, qui est une sorte d'empêcheur de tourner en rond et d'empêcheur de puissance. Qu'est-ce que le politiquement correct, si on le définit? L'autre a toujours raison, ma civilisation a toujours tort, et même l'autre, lorsqu'il m'agresse, je ne dois pas rendre les coups. Finalement, le politiquement correct, c'est du christianisme sans Christ. C'est une sorte de christiano-masochisme, mais dénué de pratiques religieuses. Mais il y a un côté tendre la joue gauche, et malheureusement, les nations, elles ne peuvent pas survivre longtemps en tendant la joue gauche à leurs ennemis. Et c'est tout à fait noble du point de vue spirituel, et je respecte beaucoup le christianisme qui est la religion, mais du point de vue de la politique, on ne peut pas toujours agir ainsi. Donc il faut absolument lutter contre le politiquement correct pour avoir une politique de puissance. Et Nicolas Sarkozy l'a dit en parole, mais finalement, effectivement, les cadres qu'il a choisis, y compris l'ouverture à des gens qui étaient choisis uniquement parce qu'ils étaient politiquement corrects, parce que c'était les gens qui étaient les mieux vus par les Français. Il aurait pris l'abbé Pierre s'il vivait encore, il a pris Kouchner. Et ça, je pense, c'était une erreur fondamentale. Puis les philosophes aussi, bien vus. Je pense qu'on ne peut pas déclarer la guerre au politiquement correct en prenant les philosophes du politiquement correct, en courtisant les journalistes du politiquement correct, et en utilisant les méthodes du politiquement correct. Et ça, c'est quelque chose qui va être le vrai défi pour l'avenir. Quel est l'homme d'État qui, sans tomber dans des travers d'extrémisme ou de courtiser l'extrême droite, on n'en est pas là du tout, mais de manière raisonnable, l'homme politique qui osera dire que les nations n'ont pas que des amis, mais essentiellement des intérêts, qu'une nation ne vit que si elle lutte pour sa survie, que malheureusement, comme les êtres humains, une nation est mortelle, qu'elle peut mourir assez vite si elle ne résiste pas à un certain nombre de périls qui ne sont pas que immigrationnistes ou terroristes, ça peut être aussi des périls économiques, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Effectivement, là je peux que vous donner raison, tout en étant très sentimentalement et émotionnellement sarkozyste. Il y a quelque chose même d'irrationnel, hein. Sarkozy c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais effectivement en dehors des préférences purement privées et émotionnelles ou au niveau de la sensibilité, effectivement il n'a pas concrètement fait en sorte que l'on puisse agir de manière souveraine et en dehors du politiquement correct et de tous ces corps intermédiaires qu'il a dénoncés. Dieu sait si on leur reprochait d'avoir dénoncé cela, mais notamment ces énarques et même les puissances syndicales ils voulaient améliorer les ports comme celui de Marseille, qui était le plus grand port de la Méditerranée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on n'ose pas tout simplement appliquer la loi? Il y a des syndicats en France qui ont détruit, c'est ma ville natale, donc j'ai un sentiment particulier pour cette ville. Il y a une ville qui avait le plus grand port de Méditerranée, qui a maintenant un port qui arrive après Genova, après Barcelone, et même parfois on va à Dunkerque et on préfère traverser la France en camion plutôt que de passer par Marseille, parce qu'on déplombe et il y a un pourcentage qui est pris par des syndicats mafieux sur les containers. Enfin, moi j'avais travaillé un petit peu dans le transit et c'était absolument sidérant ce qu'on apprend quand on travaille dans le transit et le maritime. Et bien quand on pense que le président qui veut rétablir la souveraineté et l'efficacité de nos ports, parce que la puissance maritime est majeure, n'a pas été loin véritablement dans tout simplement l'application de la loi face à des syndicats terroristes qui appliquent des techniques de type terroriste au sens étymologique du terme. Et donc, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous voulez dire, mais ça rejoint en tout cas le constat que vous faisiez sur les paroles, très bien, et les actes, pas grand-chose finalement, concrètement. Oui, justement, ça, je pense que c'est un point essentiel, c'est-à-dire d'autant plus que pouvoir fort, parole suivie d'actes, on attendrait qu'un président symbolisant le renouveau d'une certaine image de la droite applique, et pas simplement sur le terrain de la sécurité d'ailleurs, des mesures et avec des choix d'individus.
Moi, je reviens encore sur ce point, et vous avez, moi je vous rejoins complètement sur la question du rapport au politiquement correct, que ce soit dans la fausse politique d'ouverture, dans le dialogue, hélas, je pense, très mal conduit à l'égard des médias, des journalistes, etc., il est évident qu'il a fait le contraire de ce qu'il prétendait afficher. D'ailleurs, les gens, dans le ressenti, n'ont pas compris ni la non-prise de décision au niveau d'individus. C'est à croire que dans ce pays, un président de droite qui a des convictions n'a pas la capacité de nommer telle ou telle personne, non seulement qui les affiche, mais qui les met en œuvre. Et l'hyper-présidentialisation a encore accentué ce vide, c'est-à-dire que c'est pas une question de déléguer les pouvoirs. On peut avoir des hommes ou des femmes qui représentent le pouvoir et qui le symbolisent dans la mise en œuvre. Là, ben non, on avait des pantins, on avait des pseudo-représentants, on les connaît, mais en rien, la continuité entre l'idée et l'action et l'application, surtout, d'une politique dans des domaines ô combien difficiles. Alors, évidemment, ouvrir le dossier des ports, c'est remonter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, aux négociations avec la CGT, le Parti communiste, qui donne un système qui, sur le plan de la gestion compétitive, nous empêche aujourd'hui de prétendre à quoi que ce soit dans ce domaine-là, et ça voulait dire un choc frontal très très dur, qui n'a pas vraiment eu lieu parce que le terrain est miné de partout. Mais je pense que si on va un peu plus loin dans cette idée, rien n'empêchait, en admettant qu'il n'ait pas les hommes et les femmes, qu'il n'ait pas eu le temps de les former, puisqu'il n'est pas tout à fait non plus responsable de la période chiracienne, mais rien n'empêchait cet homme au moins de définir un ou deux objectifs et de se focaliser dessus, en disant ceux-là, parce qu'ils vont créer de la richesse, parce qu'ils vont créer de l'activité, parce qu'ils vont créer de l'emploi, ceux-là, eh bien je me donne 5 ans et je mets les personnes pour essayer d'atteindre l'objectif. Parce qu'il est impossible de ne pas imaginer qu'il ait trouvé les personnes. Il y avait des gens, il pouvait mobiliser des forces. À ma connaissance, ce n'est pas ce qui a été fait. C'est pas ce qui a été fait, et je pense que c'est une leçon qui doit être gardée, conservée précieusement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si les successeurs de Sarkozy ne tirent pas le bilan de ce type d'échec, je crois que la droite est très très mal partie dans les années qui vont venir. Parce que ce n'est pas en faisant semblant de passer à côté de ce genre de sujet, en se focalisant sur tel ou tel épiphénomène de la vie politique, qu'on peut balayer la poussière sous le tapis et faire comme si de rien n'était. Je pense que le vrai problème, le vrai défi aujourd'hui derrière la défaite de Sarkozy, c'est que la droite fasse un examen de conscience qui aille de 69 à 2012. Je ne suis pas du tout certain qu'elle soit prête à le faire, et si elle ne le fait pas, c'est un semi-suicide, parce que l'on voit déjà, on sent quand même un changement de paradigme arriver, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs. Ce changement de paradigme, c'est que ça va être dur, ça va pas être dur simplement dans des négociations, ça va être dur dans des confrontations. Et ces confrontations, ça ne sera pas forcément une petite guerre en Libye. Ça peut être des confrontations beaucoup plus difficiles, intérieures comme extérieures. Et là, si on a un brave énarque dont la fonction est déjà de se voir dans 3 ans à tel ou tel poste et qui aura comme principal sujet je me protège afin de ne pas me pénaliser pour les 3 prochaines années, on ne gouverne pas. Donc il y a là un problème essentiel, et il y a dans l'administration française des personnes exceptionnelles, mais hélas c'est une minorité, ce n'est pas la majorité, et plus on monte au sommet, plus on fait ce constat-là. Donc ce changement de paradigme, on y est, le changement de paradigme il est simple, c'est que nous sommes lentement mais sûrement en train de rentrer dans un monde multipolaire
ou la disparition d'une puissance écrasant les autres ouvre des tas de marges de manœuvre. Et qui dit marge de manœuvre dit obligatoirement conflit. Donc c'est évident que ce n'est pas dans le cadre de discussion que nous venons de quitter, c'est-à-dire un monde politiquement correct, lisse, où on se regarde le nombril et où on refuse de regarder vers l'extérieur, avec cette petite phrase un peu comme une absolution des journalistes. Ah, nous n'avons pas beaucoup parlé de politique étrangère, sous-entendu les Français sont bien plus préoccupés de leur emploi, bien sûr, cher ami, mais s'il n'y a pas de politique étrangère et d'enrichissement de la France et d'accroissement de puissance, il n'y aura pas d'emploi, et là on parlera peut-être d'autre chose qui va être encore plus grave que quelques manifestations de rue, mais ça, tant qu'on restera dans ce carcan-là qui est un carcan anesthésiant, abétissant, et dans lequel, malheureusement, le journaliste de base, qui s'est certes appauvri sociologiquement depuis un certain nombre d'années, mais survit, car c'est sa survie à lui, eh bien, ce carcan-là est mortel. Il est mortel parce qu'il nous empêche de voir les vrais problèmes. Il prétend que les Français ne s'intéressent pas aux vrais problèmes, ce qui est totalement faux. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans le résultat de l'élection présidentielle. On nous a bien dit et répété qu'elle n'était pas passionnante, qu'elle n'intéressait pas grand monde. C'est pas pour autant que les journalistes la rendaient passionnante, ne serait-ce que dans les questions qu'ils posaient aux candidats. Mais ça, on oublie un peu rapidement ce petit détail. Et il n'empêche qu'il y a quand même eu une mobilisation, il y a quand même un intérêt, et il y a surtout une grande interrogation. Et là, on reboucle avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, si on en reste dans le politiquement correct, c'est-à-dire une très belle politique de l'autruche, qu'on a un talent admirable en France, on n'est pas bon dans la cuisine, on est bon aussi dans ce talent de la politique de l'autruche, eh bien, on va le payer très, très, très cher. Et là, effectivement, ce jour-là, les journalistes seront là pour nous rappeler que nous avions cet extraordinaire talent de la politique de l'autruche et que c'était très mal de l'avoir, alors qu'ils y ont très largement contribué, toutes tendances confondues et tout support médiatique confondu. Il y a là un vrai problème et il va falloir s'extraire de ça. Parce que cette médiocratie rampante, où tout le monde se complaît à se regarder le nombril et pas à regarder ailleurs, sur lequel on plaque le mot tranquillisant d'individualisme, nous ne pouvons pas être autre chose que des individus, je crois que c'est un peu simple. Donc on a vraiment, je crois, devant nous un tournant. Les premiers qui ont intérêt à s'en rendre compte, c'est ceux qui arrivent au pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la nouvelle majorité. Je crois qu'ils ont bien compris que ça n'allait pas être simple. Et surtout, alors là, sur ce terrain-là, j'attends de voir effectivement, avec une certaine curiosité, comment un président comme François Hollande va réagir sur des choses qu'il a déjà dites. Car moi, je ne suis pas comme le journaliste de base. Quand j'entends François Hollande parler de la Chine, je dresse l'oreille et je ne passe pas à la future rubrique où va-t-il aller pour que je fasse une bonne photographie dans telle ou telle cérémonie. Donc, il est clair que là, il y a des attentes. Il est clair que la création d'un nouveau système, puisque c'est bien ça qui nous attend, et lequel au niveau européen, lequel en France, c'est l'enjeu des 10 prochaines années, pas simplement d'un mandat présidentiel, et on va bien voir ce que va faire le nouveau président et son équipe dans l'histoire. Concernant la droite, je n'ai pas vraiment le sentiment, mais on verra ça à l'automne, une fois les élections législatives passées, qu'il y a le moindre début de réflexion sur nous avons un problème entre 69 et 2012. Enfin, vous êtes au contact peut-être beaucoup plus que moi de certaines personnes de ce milieu-là, mais j'ai pas le sentiment, j'écoute Jean-François Copé, j'écoute Monsieur Fillon, voire Alain Juppé, non, j'ai surtout le sentiment qu'on a déjà une force qui se met en position de contre, comme si on lui avait presque volé le résultat de l'élection présidentielle, et je n'entends pas vraiment de bilan sur, en tout cas, les problèmes de passer de la parole aux actes et surtout sur des lignes stratégiques. Je suis un peu d'accord avec vous sur ce point. On observe une machine RPR qui ressemble beaucoup à la machine RPR sous
sous Chirac qui reprend le dessus. Il y avait une petite amélioration avec Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que personnellement je l'avais soutenu. Il n'était pas énarque, vous avez beaucoup indirectement tapé sur les énarques et les pauvres. Ils ne sont pas forcément mauvais, je ne vais pas les accabler individuellement, mais c'est tout simplement qu'ils ne sont pas à leur place et je vous rejoins. On a donné trop de pouvoir à une énarchie qui est en fait tout simplement un pouvoir administratif de fonctionnaires, alors que la politique devrait être ouverte à des entrepreneurs, des gens qui ont prouvé qu'ils savent créer des richesses, à d'autres. On le voit même en Italie. Même l'Italie fait mieux que nous, et pourtant il y a un poids de la fonction publique qui est terrible. Il y a un côté menefreghista, je m'en foutiste en Italie, qui est très très développé aussi dans cette administration pleine d'avantages et de privilèges, un peu comme les Grecs. Et pourtant, grâce au fait que ce n'est pas une énarchie qui dirige l'Italie, mais des cadres peuvent venir de tous les milieux, privés, publics, enseignement. On a des gens relativement techniquement compétents qui ont imposé des réformes du travail. Je ne dis pas que tout est bien dans ces réformes Mario Monti, mais c'est un pays qui a voté des réformes qu'en France, nous ne pourrions pas voter sans un coup d'État. Dans l'état actuel des choses, l'élasticité au niveau du travail, quelque chose qui est l'inverse des 35 heures, des renonciations à énormément de privilèges. Et je pense que ce qui aveugle la France, c'est le fait que, un peu comme les Grecs, nous ne sommes pas si différents des Grecs. On a un côté étatiste et welfare state, état-providence, qui est très ancré. Et le politiquement correct consiste aussi à ne pas vouloir heurter ce conformisme. Et malheureusement, l'équipe, je dirais, RPR de l'actuelle droite parlementaire n'a pas l'air d'aller très très loin dans l'audace. Sarkozy, venant du privé, n'étant pas énarque, avait une liberté de parole, de ton, et même dans sa vie, il a montré qu'il était capable de faire quelque chose, même lui-même, au contact de l'entreprise. Mais il avait peut-être l'erreur de ne pas être assez hypocrite. Nous sommes le roi de l'autruche, c'est vrai, la France. On est aussi le pays du cacher ce sein que je ne saurais voir, tout en le regardant avec lubricité. C'est très spécial la mentalité française. Et Sarkozy n'était pas français. Il a montré clairement qu'il avait des amis entrepreneurs, même très riches. Et il n'a pas caché l'amitié qu'il avait avec certains, tandis que d'autres avant lui, de droite ou de gauche, n'ont pas hésité à nommer des proches. Mais ils ne montraient pas ostensiblement leur proximité. Je dirais que Sarkozy n'a pas été assez hypocrite. Quand vous parlez, je dis ça par rapport à ce que vous disiez sur les copains, mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Je ne pense pas qu'il ait nommé plus de copains que d'autres, mais je pense qu'il a eu la non-hypocrisie de ne pas le cacher, de ne pas faire croire que ce n'était pas ses copains. Il s'est ostensiblement montré avec eux et il le paye très très cher. Donc la morale de l'histoire, en politique, il faut séduire, il faut être hypocrite, il faut faire croire l'inverse de ce que l'on fait, il ne faut surtout pas être franc. Et c'est triste que ce soit la leçon qu'on puisse tirer de tout cela. Mais je suis d'accord avec vous sur un point aussi, c'est le multipolarisme. Nous sommes rentrés dans un monde multipolaire et on est encore sur la guerre froide. Moi, je le vois dans mes enseignements de géopolitique avec mes élèves et avec d'autres milieux. Je parle souvent des étoiles qui brillent alors qu'elles sont mortes et on les voit toujours. La guerre froide, c'est un peu pareil. Beaucoup de gens croient qu'on est encore dans le monde bipolaire au niveau des stratèges. Il y a encore les Américains qui pensent que les Russes, c'est les ennemis et vice-versa. Et il y a des gens qui croient qu'on est encore dans l'hyperpuissance américaine. C'est ni l'un ni l'autre, comme vous le dites. On n'est plus dans le monde bipolaire. On n'est pas non plus encore dans le monde unipolaire de l'hyperpuissance américaine qui a caractérisé les 10 ou 20 années ensuite, après la fin du monde bipolaire, c'est-à-dire la chute de l'Union soviétique. On est entré dans le monde multipolaire. Je pense que le président Nicolas Sarkozy l'avait compris, puisqu'il a proposé une réforme de l'ONU qui était assez ambitieuse, en voulant faire intégrer dans le Conseil de sécurité permanent l'Inde, le Brésil, un pays d'Afrique. Bien sûr, c'est resté lettre morte, mais il y avait quand même une volonté de s'adapter à un monde nouveau. Le président Sarkozy, à la différence d'autres, il est capable de changer très très vite, de s'adapter au réel. L'avantage de celui qui n'est pas un premier de la classe, un ancien... un cancre qui a quand même bien réussi, c'est une chose, mais un ancien cancre au sens, c'est pas méprisant de dire ça, au sens qui n'était pas le premier de la classe, ça en est bien tiré, mais il n'a pas eu les diplômes classiques qu'ont les énarques, et ça le rendait libre d'esprit. J'aimais bien aussi le franc-parler d'un certain Charles Pasqua, qui lui était encore moins loin dans les études, et qui avait le bon sens de celui qui n'est pas sûr d'avoir raison parce qu'il a eu un diplôme, où on a un grand oral, on a l'impression de détenir une science. Et il y avait beaucoup d'espoir à ce niveau-là, mais effectivement, il est entouré d'énarques. Et ses successeurs seront eux-mêmes énarques, entourés d'énarques.
Et moi je pense que pour qu'il y ait une politique de puissance en France, il faudrait peut-être aussi que la sélection de la classe politique ne se fasse pas uniquement dans le vivier des énarques. Pourquoi pas certains X-ponts et certains énarques, mais pourquoi donner tant de privilèges à des gens? Vous savez que quand vous êtes énarque, vous pouvez avoir des disponibilités pour faire de la politique que vous n'avez pas ailleurs, retrouver votre emploi ensuite. On devrait faire en sorte qu'il y ait une école de ce type, mais que celui qui fait de la politique, ensuite, il se débrouille. Je pense même que, là je vais choquer, pour qu'un pays soit fort, il faut pratiquement abolir, je vais vous choquer, la notion même de fonctionnaire qui a un boulot à vie et qui est indéboulonnable totalement. Je vois certains pays comme le Luxembourg en Europe, vous me direz c'est un tout petit pays, ça commence à se faire aussi en Belgique et en Angleterre ça se fait beaucoup, où des gens qui chez nous sont des fonctionnaires à vie, même s'ils tuent père et mère, dans ces pays, notamment dans le milieu anglo-saxon, on peut être fonctionnaire 5 ans. Et on n'est pas vraiment fonctionnaire, on est civil servant, mais pendant 5 ans, et après on analyse si la personne est d'un bon élément ou pas. Donc il y a tellement de choses à réformer pour qu'on soit un pays performant et puissant. Et moi je pense qu'avant même les discours, effectivement, il faut qu'on puisse produire des richesses, il faut qu'on puisse avoir une politique de réindustrialisation, il faut qu'on puisse encourager nos TPE et nos PME. Or pour l'instant, ça n'a pas été le cas, seuls les grands fleurons en France sont plus ou moins privilégiés. Pour tous les autres qui veulent entreprendre, entre les RTT, les charges sociales, les différentes taxes qui s'ajoutent aux taxes, c'est devenu véritablement quelque chose de héroïque d'avoir une entreprise en France. Et tout cela, je crois que Sarkozy a voulu un petit peu réhabiliter la culture du travail et remettre en question un certain nombre de privilèges des fonctionnaires. Certes, il n'a pas été assez loin, mais comment voulez-vous faire quand vous avez les préfets, les énarques, la plupart des fonctionnaires, les juges et les médias contre vous? Alors on me répondra, il a nommé des patrons de presse à la tête de journaux. Et moi j'ai une petite expérience à France ce soir, et je me rappelle que même quand le patron est d'une tendance, par exemple à droite, 99% des journalistes sont d'une tendance opposée. Moi je me rappelle de conseils de rédaction où les syndicats disaient c'est très simple, on n'imprime pas le journal aujourd'hui si vous faites passer tel article trop Sarkozy, c'est cet article trop patriotique, cet article trop contre les syndicats, cet article trop contre les 35 heures. Donc en fait, les patrons de presse n'ont pratiquement aucun pouvoir idéologique. On a véritablement une chape de plomb, un politiquement correct qui empêche toute réforme de l'État, du travail, toute politique de réhabilitation de l'entreprise. On est quand même dans un pays où quelqu'un vient d'être élu. Peut-être qu'il fera des choses formidables dans le futur et que je changerai d'avis. Mais il vient d'être élu en grande partie sur du sans-culottisme. Les pauvres doivent prendre leur revanche sur ceux qui ont de l'argent. Il faut ennuyer ceux qui ont de l'argent, les taxer, une taxe pratiquement punitive, et il y a un complot de la finance et en gros des riches et des bourgeois. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Que la culture de l'enrichissement, moi je préfère la phrase de Guizot, enrichissez-vous, ce serait mieux pour qu'un peuple soit puissant, encourager les gens à s'enrichir plutôt que de leur dire vous serez jamais riches, on va juste être tous égaux et on va taxer ceux qui sont riches. Et je trouve que tout cela, c'est ce qu'a voulu combattre Nicolas Sarkozy. Peut-être que j'ai un peu dévié du sujet, vous me rectifierez si j'ai trop dévié, et c'est extrêmement difficile en 5 ans de changer une culture du sans-culottisme qui est très très profonde en France. Et la France a une autre tradition, la terreur. On est quand même un pays qui valorise encore dans les enseignements le régime qui a inspiré tous les régimes totalitaires du monde, que ce soit Pol Pot, Staline, des mouvements nazis comme des mouvements communistes. Le régime de la terreur a été quelque chose qui a intéressé tous les grands criminels dictatoriaux totalitaires depuis 2 siècles, et elle est encore valorisée, cette époque de la terreur. Moi j'aime bien la première Révolution française, mais enfin la seconde Révolution française, elle est quand même assez effrayante, parce qu'il y a un génocide qui est planifié, il y a une politique de terreur avec le non-terreur, puis il y a des sans-culottes qui veulent déjà aussi botter les fesses à ceux qui sont aristos, qui ont de l'argent, qui ont une puissance, pour que tout le monde soit à ramener au niveau le plus bas. Tout ça est très inquiétant, et moi je sens cela en France, peut-être pas chez Hollande, qui est quand même assez raisonnable du point de vue sa vie, son parcours individuel, mais les gens qui ont voté pour lui et les gens qui l'entourent, à part peut-être Moscovici et une ou deux personnalités, il y a des gens qui ont surfé sur la théorie du bouc émissaire, c'est la Chine, c'est l'Amérique, ou c'est la mondialisation, ou les agences de notation. Non, moi je pense qu'on ne peut pas agir sur l'autre, on peut agir sur soi.
Ce qu'on peut changer, c'est soi. On peut se réindustrialiser. C'est pas la Chine qui nous a empêchés, et je parle convaincu, de nous réindustrialiser. Je pense qu'on n'a pas assez parlé aussi, pour une politique de puissance, de tout ce que nous pourrions faire sur nous-mêmes pour changer et être puissants, plutôt que d'accuser la finance ou les agences de notation. C'est comme si on accusait les baromètres. Et tout cela n'a pas été fait. Et je crains que la gauche ne puisse pas le faire pour des raisons purement syndicales, électorales et médiatiques. Parce que de nos jours, vous avez fait allusion à ça et je conclue maintenant, le vrai pouvoir, c'est pas uniquement les médias, c'est ces médias qui ont poussé Sarkozy à faire une guerre. Quand on pense qu'il y a une guerre qui ne devait pas être menée, elle a été menée et décidée en quelques semaines parce que les médias et les réseaux sociaux, qui de nos jours sont encore plus puissants que les réseaux médiatiques classiques, ont décidé que c'était immoral d'avoir un allié qui était un dictateur libyen qui contrôlait les flux migratoires et qui luttait contre Al-Qaïda. C'était immoral d'avoir cet homme comme allié, comme il était immoral d'avoir Ben Ali, comme il était immoral d'avoir Moubarak, et tout à coup, on a senti un climat de virage à 190 degrés et un climat de diabolisation, de chasse aux sorcières. Pour la première fois dans l'histoire, un pays doit changer ses alliances en 24 heures, sans aucune transition, aucune réflexion stratégique, aucune consultation de diplomates, de stratèges ou des milieux du renseignement, parce que les réseaux sociaux disent « c'est pas bien, dégage, il est méchant ». C'est absolument sidérant. Et là, je me rappelle du discours de Nicolas Sarkozy aux médias, en janvier dernier, il disait « vous allez voir, vous vous réjouissez, mais ces réseaux sociaux, à vous aussi, ils donneront du fil à retordre. Parce que de nos jours, c'est plus votre envoyé spécial qui décide de ce qui va se passer, ou votre rédaction, c'est l'acteur qui fait une révolution, et il dit ce qu'il veut sur sa révolution, il peut exagérer les morts, il peut montrer des charniers qui n'en sont pas, on a bien vu aussi. L'acteur, maintenant, il prend en photo avec son téléphone portable un événement, il le met sur des réseaux sociaux, ça se multiplie de manière exponentielle, de manière virale, et au bout de quelques temps, tout le monde doit aller dans le même sens que l'indigné. C'est-à-dire, de nos jours, celui qui donne le ton, c'est Stéphane Hessel, c'est les réseaux sociaux, c'est Gene Sharp, c'est les petits jeunes qui n'ont pas vraiment de programme politique, mais qui sont contre tout. Bientôt, ils seront contre la grêle, le mauvais temps, etc. Et c'est absolument effrayant. Moi, ça m'effraie. En tant que géopolitologue, je suis effrayé de cette soi-disant transparente qui serait saluable, mais c'est une transparence qui est de plus en plus totalitaire et qui empêche même de servir les intérêts de sa nation autrement qu'en faisant plaisir à ceux qui disent c'est pas bien, c'est immoral, c'est immoral. Alors Alexandre, on a pas mal d'avance, donc il reste 6-7 minutes. Il peut conclure. Et puis après, vous conclurez chacun. D'accord. Alors Louis, moi je voudrais justement revenir sur un point qui me semble très important. Il ne s'agit pas de diaboliser l'État. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur tel ou tel. Il s'agit surtout de bien comprendre que vouloir matérialiser la puissance au profit de tout le monde, du bien commun, de l'intérêt général, parce que c'est une nécessité, parce que sans puissance, on est une brebis au milieu d'un espace très hostile et on n'a pas trouvé la recette pour que ça ne soit pas le cas. Donc ça passe par quand même un petit examen de conscience. Je crois, j'insiste, le départ du général de Gaulle en 69 aurait dû montrer qu'il était bien seul, le général de Gaulle, entre 58 et 69. Je ne parle pas de l'affaire algérienne, je parle de comment définir une politique industrielle, par exemple. À part des hommes comme Jacques Rueff, un comité qui à l'époque d'ailleurs était composé d'énarques, mais une énarchie qui n'était pas encore trop puissante, qui avait encore en tête la reconstruction de la France, etc., qui avait une mission, qui n'était pas en train de s'abstraire dans le parcours individuel, eh bien, De Gaulle était quand même un homme très seul. Et je ne suis pas sûr qu'à droite on ait bien compris que défendre l'intérêt d'un pays, envers et contre tout, le résultat d'un pays comme la France, c'est qu'on n'avait pas réussi à pérenniser une élite pour le faire. On avait un homme sorti d'une volonté d'éviter la catastrophe, le général de Gaulle, l'homme providentiel, quelques conseillers assez géniaux, et c'est tout. Et derrière, il n'y avait rien. Bon. Ça, c'est quand même un point qu'il ne faut pas perdre de vue. Et je pense que ça soit la droite ou la gauche,
ces partis-là ont très fortement intérêt quand même à pas oublier ce petit point. Deuxièmement, l'autre problème qu'on a à gérer, c'est que vis-à-vis du conflit, il y a un problème lourd, c'est-à-dire est-ce le traumatisme de 3 guerres, 70, 14 et 40, qui nous a tétanisés, mais nous avons un énorme problème d'affronter la notion de conflit. Et ça, c'est d'autant plus paradoxal qu'il y a les va-t-en-guerre qui déclenchent ces réalités de conflit. Vous parliez de la Libye, rappelez-vous du rôle de la presse en 1870. C'est la presse parisienne notamment a joué un rôle fondamental pour pousser Napoléon III à déclencher la guerre contre l'Allemagne. Et là, la presse a joué un rôle. Il est facile de faire l'étude, c'est marqué dans les livres d'histoire, elle a joué un rôle de déclencheur, alors que la France et l'Allemagne n'étaient pas au point d'en arriver à une guerre une semaine avant le déclenchement de cette guerre. Donc on a à la fois un problème de prendre conscience que nous sommes aujourd'hui obligés d'avoir une culture du conflit. Donc c'est pas simplement, c'est là où la grille de lecture de l'ENA ou d'autres n'est plus compatible, c'est que avoir une culture du conflit, c'est automatiquement des gens qui vont s'impliquer, se sacrifier pour un peuple vivant sur un territoire. C'est donc une autre approche que mon petit profil de carrière sournois ou ma manière d'éviter les coups ou ma manière de ne rien faire. Donc cette culture du conflit, c'est ça notre grand dilemme en France. Nous n'avons pas d'école, à part l'école de guerre, mais ça c'est sur un cadre strictement militaire, mais nous n'avons pas de prise en compte de cette dimension-là qui est au cœur du monde actuel. Et d'autant plus, et là je rebondis sur ce que vous disiez il y a quelques minutes, que cette espèce d'univers diffus de la société de l'information, où on voit apparaître un peu le sentiment, entre guillemets, humaniste de « indignez-vous », avec derrière, je dirais, tous les chemins qui ne mènent pas à Rome, hein, c'est-à-dire qui mènent, hélas, parfois dans la direction opposée, il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce qui veut dire très clairement que dans un monde aussi complexe que celui qu'on est en train d'affronter, ou qu'on va affronter, il est hors de question de continuer à se mentir, de continuer à s'inventer une réalité qui n'est pas la réalité. Je prends un exemple, je ne suis pas spécialement pro-Poutine, loin de là, mais lors des dernières élections russes présidentielles, j'ai assisté en France à ce que je n'aurais pas cru possible, surtout dans un pays où le Parti communiste existe encore, où Mélenchon a ses talents de tribun, c'est-à-dire à une campagne où on a, non pas désinformé, le terme n'est pas aussi fort, mais présenté les élections russes comme une fantastique machination électorale, ce qui, lorsqu'on étudie, et on travaille à l'école de guerre économique sur ce sujet en ce moment, parce que ça nous a semblé tellement énorme et grossier, qu'il faut quand même arrêter de délirer. Il y a en Russie, bien sûr, des résultats électoraux qui sont absolument incompréhensibles, je pense aux résultats en Tchétchénie, mais il y a aussi des manœuvres d'influence étrangère, notamment, citons-les, appelons un chat, d'origine américaine sur la Russie, mais depuis l'effondrement du RSS, qui sont puissantes, bien articulées, et qui ne sont pas anodines. Que les médias français soient à ce point en situation d'omission par rapport à cette réalité-là, on n'est même plus dans le professionnalisme là, on est dans le n'importe quoi médiatique, et c'est particulièrement grave. C'est particulièrement grave. Parce que si on commence à raconter n'importe quoi sur les élections russes, comme on l'a fait dernièrement en France, et qu'on traite des sujets équivalents avec le même niveau de cécité, le même niveau de mission ou la mauvaise foi évidente, c'est grave. On ne peut pas continuer à naviguer dans un monde comme le nôtre en s'inventant soit des histoires de bisounours,
soit des histoires réécrites comme le fait un scénariste dans un film à Hollywood. C'est pas possible. Et c'est dangereux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le monde Xinjiang, comme dirait Mao Tse-tung, a escaladé. C'est d'abord celui d'ouvrir les yeux. D'arrêter d'aller chercher, c'est même pas de l'information de caniveau, c'est de l'information pseudo-explicative, et j'ai envie de dire, il est temps d'avoir l'audace de regarder le monde en face, et surtout, et c'est ça le deuxième défi, alors ça c'est peut-être pas le monde Xinjiang, c'est peut-être tout simplement le monde d'or, j'en sais rien, mais c'est de bien prendre en compte que nous allons vers une culture qui doit muter et redéfinir notre rôle à chacun par rapport à ce qu'est un conflit, par rapport à ce qu'est une unité par rapport à un conflit, et pas forcément nationale, une unité humaine, ça peut être au niveau d'une très petite entreprise, ça peut être au niveau d'une structure plus grande, parce que il va falloir remporter des victoires. C'est pas simplement avec un grain de muguet à la main qu'on va résoudre les problèmes, c'est fini ça. C'est fini, cette étape-là est derrière nous. Seulement pour entrer dans cette logique-là, effectivement, c'est plus facile de dire indignez-vous, et après, une fois qu'on s'est indigné 10 minutes, on va se manger un bon sandwich, voir un bon film, et on s'endort tranquillement le soir en se réveillant le lendemain vers une nouvelle indignation, et on s'arrête là. Non, le train de l'histoire, c'est pas le slogan indignez-vous, je suis bien placé pour le savoir, parce que moi je disais pas indignez-vous, je disais révoltez-vous, c'est autre chose, c'est penser et agir, mais l'histoire m'a démontré que c'est pas en disant révoltez-vous qu'on trouve forcément une solution adéquate au motif de la révolte. Alors vous êtes à égalité de temps de parole, est-ce que vous voulez conclure ou est-ce que vous estimez que... Je vais conclure, puisque tu as commencé. Oui. Moi, ma conclusion, elle sera brève, c'est-à-dire que je crois que la sortie de Sarkozy, qui a un peu étonné tout le monde, parce qu'elle s'est faite avec élégance. Ce que n'a pas su faire Giscard d'Estaing, par exemple, et ce n'est pas simple d'être battu. Il a su sortir avec élégance. Il faut quand même lui rendre cette monnaie de sa pièce, au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas simple d'abandonner le pouvoir. C'est déjà un message positif. Je dirais que c'est pratiquement un témoin donné à son successeur, mais je dirais que c'est surtout donné aux Français. Cet homme que toute une partie de la population a détesté pour différentes raisons, a su quitter le pouvoir dignement. Ça, c'est quelque part un message d'espoir. C'est un message d'espoir parce que, en tant qu'électeur, comme n'importe qui dans ce pays, au lieu de me remettre la tête dans le sac, une fois de plus, il est temps de la sortir du sac. Eh bien, justement, moi, ma conclusion, elle est très simple. Ce pays, il va falloir réapprendre à se battre, non pas simplement pour lui en tant qu'entité abstraite, mais pour nous tous. Et nous tous, c'est pas l'idéologie, c'est pas la Bastille, la Nation ou la plage Jeanne d'Arc, j'en sais rien. Non, nous tous, c'est parce que ce peuple sur ce territoire va vivre des problèmes difficiles, va être confronté à des enjeux où l'individualisme le mènera à sa perte, où une vision médiatique anorexique de la réalité nous amènera à des résultats catastrophiques. Il est temps de redresser la tête. Un certain nombre de chanteurs ont dit il faut rester debout. Nous sommes pour l'instant à genoux, voire un petit peu allongés. Il est temps que les Français réapprennent à se mettre debout. Et ça va être un apprentissage douloureux. Moi, je pense que ce qui se passe en France, en fait, se passe dans toute l'Europe. Je suis à l'étranger la plupart du temps, à l'étranger surtout en Europe, et je me rends compte que l'homme européen a un problème. L'homme européen vit dans un rêve, dans un monde magique. Le jeune européen
n'acceptent pas, c'est ce que vous disiez, l'entrée dans un monde multipolaire qui veut dire qu'il y aura beaucoup plus de concurrence et de pôles de puissance différents qui ne seront pas tous pro-occidentaux. Le monde de demain, ce sera un monde où on devra partager le gâteau de toutes les institutions internationales créées par les Occidentaux, les Russes et les Chinois entre 45 et 5 ans. Il faudra partager le gâteau. Et en plus, ceux qui veulent une part de leur gâteau, beaucoup ne sont pas occidentaux ou pas pro-occidentaux, et beaucoup sont carrément anti-occidentaux. On aura un monde donc moins occidental, mais plus anti-occidental. On aurait un monde de gens qui travaillent et qui ont une politique de puissance et qui veulent diriger, voire même certains conquérir. Je regardais encore les discours de Kardawi, un leader islamiste charmant, qui malheureusement, dont l'ouvrage est autorisé en France. J'avais demandé à Nicolas Sarkozy dans les années 2004 de l'interdire. Ça a été, hélas, compliqué. Cet homme dit qu'il faut conquérir l'Europe. On a des islamistes qui veulent conquérir l'Europe et qui le disent ouvertement. On a des Chinois qui veulent dominer le monde. Et on a des Indiens, des Latino-Américains, des Africains qui veulent prendre leur revanche, et des Turcs qui pensent que l'Europe redeviendra ce qu'elle aurait dû être, un protectorat ottoman. Et on a même beaucoup de leaders qui s'inspirent d'Erdogan en Turquie, qui font des lapsus, comme le Premier ministre tunisien. Le Premier ministre tunisien parlait du 6e califat. Et en Maroc, on vient de parler aussi du califat. Donc il y a des choses inquiétantes, et ça rejoint ce que vous dites. Nous, on dort. On est gentil, citoyen du monde, on ne veut pas travailler, on pense qu'on est dans un monde de loisirs, de virtuel, de télévision et de Macworld. On a une jeunesse qui ne veut pas travailler, qui ne connaît pas l'effort, qui ne veut pas l'effort, qui a peur de l'effort et du travail, qui ne supporte pas le mot lutte, sauf dans les jeux vidéo. Nos jeunes sont très bagarreurs dans le monde virtuel, pas trop dans la rue, encore moins pour faire une guerre. Le philosophe Onfray disait aujourd'hui, à juste titre, qui seraient les Européens qui iraient prendre le risque de se battre, voire de mourir pour leur civilisation. Et c'est ça qui m'effraie, et je conclue là-dessus, en tant que géopolitologue, je ne dis pas que tout est foutu, qu'il faut être pessimiste, pas du tout. Je dis seulement qu'il faut réveiller des jeunes Européens qui vivent depuis 50 ans dans un monde magique, post-totalitaire, très bien, la parenthèse de la tranquillité est finie, il faut se réveiller, le monde redevient hostile et moins favorable à l'Occident et a fortiori aux Européens. Messieurs, merci. Merci.